l'Iran fait payer 2 millions de dollars par navire pour traverser le corridor énergétique le plus crucial du monde. Et Donald Trump veut en sortir. 32 jours de bombardements, des milliards dépensés, des milliers de cibles détruites, et la seule chose qui compte vraiment dans le détroit d'Ormuz est toujours sous la botte iranienne. L'essence a dépassé les 4 dollars le gallon pour la première fois depuis 2022. Le diesel est à 5,45 dollars et la guerre, qui avait été vendue comme une opération propre de 4 à 6 semaines, arrive au bout de sa route. Chaque issue que Trump entrevoit mène à une autre version de la même défaite. Donald Trump cherche désespérément à sortir d'une guerre qu'il a commencée, et la réserve stratégique de pétrole pourrait être complètement à sec dans les 2 prochaines semaines. Voici ce que l'on sait. Le 30 mars, The Wall Street Journal a rapporté que Trump a dit à ses propres conseillers qu'il était prêt à mettre fin à la guerre même si le détroit d'Ormuz restait fermé. Il a estimé que le rouvrir par la force prolongerait le conflit bien au-delà de l'échéance qu'il s'était lui-même fixée. Le lendemain, la porte-parole Caroline Lee l'a confirmé depuis le pupitre. Elle a énuméré les objectifs centraux de la guerre: détruire la marine iranienne, démanteler ses infrastructures de missiles et de drones, affaiblir ses relais et empêcher toute capacité nucléaire. La réouverture du détroit ne figurait pas sur cette liste. La voie maritime, qui étrangle l'économie mondiale, a discrètement été retirée de la liste des critères de victoire. C'est une réécriture de toute la justification de la guerre, et cela s'est produit en direct à la télévision. Puis la situation a empiré. Dans l'univers médiatique de Trump, effacer l'objectif semble apparemment suffire à faire croire qu'il a été atteint. Le 31 mars, Trump a déclaré aux journalistes que la guerre s'achèverait en 2 à 3 semaines. Il a dit que les États-Unis pouvaient partir parce qu'il estime que les principaux objectifs militaires peuvent être atteints sans un conflit plus large et plus long. Quelques heures plus tard, il a publié sur Truth Social un message disant aux alliés de l'OTAN de retrouver un courage un peu tardif. Allez dans le détroit, prenez-le, tout simplement. Il a qualifié la France de très peu utile. Il a dit au monde que les États-Unis ne seraient plus là pour aider. Le secrétaire d'État Marco Rubio a tenté d'adoucir le message en affirmant que le détroit rouvrirait d'une manière ou d'une autre, mais le signal était sans équivoque. Les États-Unis ont commencé cette guerre, l'Iran a répondu en verrouillant le corridor énergétique le plus important de la planète, et désormais Washington dit au reste du monde d'aller régler le problème lui-même. Il faut regarder ce que l'Iran a réellement mis en place pendant que la Maison-Blanche lançait ses menaces, car c'est la partie que la plupart des gens ne voient absolument pas. La plupart des gens pensent que l'Iran s'est contenté de bloquer le détroit d'Ormuz comme il menace de le faire depuis des décennies. Une fermeture brutale, des navires à l'arrêt, une voie maritime scellée. En réalité, Téhéran a fait quelque chose de bien plus calculé et de bien plus dangereux. L'Iran ne s'est pas contenté de fermer le détroit, il l'a transformé en poste de contrôle souverain avec un système d'accès géopolitique à 2 niveaux. Et il prépare désormais une législation permanente pour le maintenir ainsi. Avant le début de la guerre, le 28 février, environ 100 à 110 navires traversaient Ormuz chaque jour. 8 millions de barils de brut, soit un 5e de tout le pétrole transporté par voie maritime sur la planète. Depuis le lancement de l'opération Epic Fury, ce chiffre a chuté de 95%. Lloyd's List Intelligence n'a comptabilisé que 142 traversées au total entre le 1er mars et le 25 mars. Sur la même période en 2025, ce chiffre était de 2652. Un mois de trafic en temps de guerre équivaut à peine à une seule journée en temps de paix. Le corps des gardiens de la révolution islamique a mis en place ce que l'industrie maritime appelle désormais le péage du CGRI. Tout navire souhaitant passer doit soumettre son manifeste de cargaison complet, la liste intégrale de son équipage, les documents de propriété et le port de destination à des intermédiaires approuvés par le CGRI. Si l'autorisation est accordée, le navire reçoit un code de validation. Une vedette de patrouille du CGRI escorte ensuite le bâtiment par un chenal détourné, non pas selon le dispositif standard de séparation du trafic à 2 voies au milieu du détroit, mais par un corridor étroit au nord de l'île de Larak, entre 2 îles iraniennes et le long direct du littoral iranien. Chaque navire empruntant cette route passe par des eaux que Téhéran revendique comme souveraines. C'est pas un accident. C'est l'architecture d'un contrôle permanent.
Les règles d'accès sont divisées selon des lignes géopolitiques. Les navires battant pavillon chinois, russes, indiens, irakiens et pakistanais passent gratuitement. Les navires liés aux États-Unis, à Israël ou à leurs alliés paient environ 2 millions de dollars par traversée, réglés en yuan chinois, ou ne passent pas du tout. Au moins 2 navires ont déjà payé. Le Parlement iranien prépare activement une législation pour inscrire ce dispositif dans la loi, non pas comme une mesure d'urgence en temps de guerre, mais comme une expression permanente de souveraineté. Le député Mohammad Reza Razaghouchi a déclaré aux médias d'État iraniens que le Parlement poursuivait un plan visant à établir formellement le contrôle iranien sur le détroit, tout en créant une source durable de revenus grâce aux droits de passage. Et voici ce qui rend la chose dévastatrice pour Washington. Le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, qui a succédé à son père après la mort d'Ali Khamenei au début de la guerre, a déclaré dans ses premiers propos publics, rapporté que le levier d'Ormuz devait continuer à être utilisé. Téhéran a également ajouté à sa liste de conditions pour mettre fin à la guerre une exigence qui n'était jamais apparue auparavant. La reconnaissance formelle de la souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz. Au tarif projeté des péages et avec un trafic normal, ce système générait plus de 600 millions de dollars par mois avec les seuls pétroliers. En y ajoutant les cargaisons de gaz naturel liquéfié, le chiffre dépasse 800 millions de dollars. L'Égypte perçoit environ 700 à 800 millions de dollars par mois grâce au canal de Suez. L'Iran est en train de se construire une machine à revenu de niveau Suez à partir d'une voie maritime qui, en droit international, n'appartient à aucune nation en particulier. Voici maintenant la contradiction qui révèle tout sur l'état réel de cette guerre. Alors que Trump parle de partir, le Pentagone continue de renforcer sa puissance de combat dans la région. Reuters et l'Associated Press ont rapporté l'arrivée de forces expéditionnaires supplémentaires de marine vers le Moyen-Orient. Environ 2500 parachutistes de la 82e division aéroportée sont déployés sur le théâtre. Un troisième porte-avions américain, l'USS George H.W. Bush, a été envoyé pour soutenir ce renforcement. C'est pas le profil d'une sortie nette, c'est le profil d'une administration qui garde ouvertes les options d'escalade, y compris un éventuel mouvement sur l'île de Karg. 2 groupes aéronavals ont déjà été engagés en rotation, l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald Ford, même si le Ford s'est retiré vers Split, en Croatie, le 28 mars, après un incendie à bord que le Pentagone a qualifié de non lié au combat. Les médias affiliés à l'Iran ont immédiatement affirmé qu'il s'agissait d'une frappe réussie. Le CENTCOM l'a nié. Quoi qu'il en soit, le Ford est hors du combat. Au total, près de 7000 soldats de combat supplémentaires affluent vers le Golfe. Ce n'est pas une réduction du dispositif, c'est un renforcement. Et tous les analystes militaires qui observent la situation savent à quoi ces forces se préparent. L'île de Karg se trouve à environ 15 miles de la côte sud de l'Iran. Elle traite environ 90% des exportations iraniennes de pétrole brut. Trump a déclaré au Financial Times qu'il pourrait s'emparer de l'île. Les paquets de troupes engagées correspondent exactement à ce type d'opération. Les marines pour un assaut amphibie, les troupes aéroportées pour une insertion rapide en terrain contesté, les forces spéciales pour sécuriser des matières nucléaires identifiées par le renseignement américain comme une cible prioritaire de récupération. L'Iran a tiré des centaines de missiles balistiques et des milliers de drones depuis le début de la guerre. Reuters a rapporté qu'environ un tiers de l'arsenal de missiles iranien est confirmé détruit. Les analystes soulignent qu'il reste donc une capacité importante. Des installations américaines et du Golfe ont subi des dégâts au cours du conflit. CNN a rapporté que l'Iran renforçait l'île de Karg avec des troupes supplémentaires, des défenses aériennes en profondeur et des pièges physiques. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a publiquement averti que si un État de la région soutenait une opération de débarquement, toutes ces infrastructures vitales seraient visées par des attaques implacables et continues. L'ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, James Stavridis, a qualifié l'option amphibie d'extrêmement dangereuse. Le Royal United Services Institute, à Londres, a estimé qu'elle ne serait pas sans effusion de sang.
La Foundation for Defense of Democracies a averti que tenir Kharg sous un feu continu de missiles balistiques tirés depuis le territoire iranien à seulement 15 000 de distance exigerait un dispositif défensif massif qui ne peut pas être constitué rapidement. Ce n'est pas un raid commando, c'est une occupation sans fin définie à l'avance. Et Trump a passé toute sa carrière politique à promettre que les guerres sans fin étaient terminées. Voici maintenant la dimension qui accélère le désespoir de Trump plus vite que n'importe quelle variable militaire, les ravages économiques. Les prix de l'essence aux États-Unis ont atteint une moyenne nationale de 20 $ le 30 et 1 mars. C'est une hausse de plus d'$1 par rapport au prix d'avant-guerre qui était de 2,97 $, une flambée de 35% en 32 jours. Le diesel a été encore plus durement touché avec une hausse de 45% à 5,45 $ le gallon. Le diesel alimente chaque camion, chaque tracteur, chaque train de marchandises, chaque chantier du pays. Ce coût n'apparaît pas encore entièrement à la pompe. Il est dans les circuits. Il se retrouvera sur les étagères des supermarchés, sur les factures de transport et sur les factures d'électricité dans les 60 à 90 prochains jours. Le Brent s'est établi autour de 118 $ le baril pour les livraisons de mai, une hausse de 60% depuis le début de la guerre. Goldman Sachs et d'autres ont averti qu'une fermeture durable d'Ormuz pourrait pousser le brut au-delà de 150 $, voire 200 $ le baril, un niveau que le monde n'a jamais connu. L'Agence internationale de l'énergie a décrit la perturbation comme sans précédent par son ampleur. Les gouvernements ont répondu par une libération coordonnée, record de 400 millions de barils provenant des réserves stratégiques. Cela a fait gagner du temps, cela n'a pas acheté de solution. Les dégâts vont désormais bien au-delà de la pompe. Qatar Energy a déclaré la force majeure sur certains contrats de gaz naturel liquéfié. Les Philippines ont déclaré une urgence énergétique nationale. Les approvisionnements en hélium ont été perturbés. Les marchés intègrent de plus en plus l'idée d'une croissance plus lente, d'une inflation plus persistante et de moins de baisse de taux à court terme. La position politique de Trump s'est fortement affaiblie. Un sondage Reuters, Ipsos, a mesuré son approbation générale à 36%. Seuls 29% approuvaient sa gestion de l'économie. À peine 35% soutenaient les frappes contre l'Iran, tandis qu'environ 60% y étaient opposés. Environ 2/3 des Américains ont dit que les États-Unis devraient mettre fin rapidement à la guerre, même si tous les objectifs ne sont pas atteints. Le président de la commission des forces armées de la Chambre, Mike Rogers, a déclaré aux journalistes qu'il y avait de la frustration des deux côtés de l'échiquier politique après des briefings classifiés du Pentagone qui ont laissé les parlementaires avec plus de questions que de réponses sur les plans. De troupes, la finalité de la guerre et son coût. Le représentant républicain Brian Fitzpatrick a dit qu'il obtenait ces informations par les articles de presse et non par l'administration. Les 435 sièges de la Chambre et 35 sièges du Sénat seront soumis aux électeurs en novembre. Et chaque jour, le prix à la pompe reste au-dessus de 4 $, affaiblit davantage la position républicaine. Alors comment cela se termine-t-il ? Trump a 3 voies. Aucune ne mène à quelque chose de propre. Il peut déclarer la victoire et se retirer, avec Hormuz toujours sous contrôle iranien. Rubio est déjà en train de construire ce récit. Netanyahou a déclaré à Newsmax que la guerre avait dépassé la moitié du chemin en termes de mission. Le langage est en train d'être modelé pour revendiquer le succès. Mais si le détroit reste fermé, si le régime de péage se durcit, si l'essence reste chère, les critiques présenteront toute la campagne comme l'échec stratégique le plus coûteux depuis le Vietnam. Jamie Dimon, directeur général de JP Morgan Chase, a déclaré publiquement sur Fox News que les États-Unis devaient gagner cette affaire et nettoyer les rues. Il peut transmettre le problème aux alliés. Londres et Paris assembleraient, selon certaines informations, une coalition allant jusqu'à 35 nations pour sécuriser le détroit une fois les combats terminés. Frégates, escortes, défense aérienne. La Chine et le Pakistan ont proposé leur propre plan de paix en 5 points, mais cette voie met à nu le fait que l'Amérique a déclenché une guerre avant de demander au reste du monde de la terminer. Ou bien il peut aller plus loin, s'emparer de Kharg, lancer l'assaut contre le littoral iranien, rouvrir le détroit de force avec des marines et de l'infanterie aéroportée sous le feu. Les forces sont en place
Le groupe aéronaval de l'USS Boxer arrive dans 2 semaines, ce qui donnera aux États-Unis leur capacité maximale d'assaut terrestre. Mais le Pentagone estime qu'une opération de réouverture d'Ormuz à elle seule prendrait encore 4 à 6 semaines, repoussant la guerre loin dans le mois de mai. Les pertes américaines augmenteraient. Les retombées politiques seraient volcaniques et Trump se retrouverait propriétaire d'une guerre terrestre en Iran. Le scénario exact contre lequel il a bâti toute sa marque politique. Demain soir, le 2 avril, Trump s'adressera à la nation au sujet de l'Iran. La Maison-Blanche a reprogrammé un voyage en Chine à la mi-mai, ce que de nombreux analystes lisent comme une échéance discrète pour mettre fin au conflit. La réserve stratégique de pétrole est en train de se vider, le groupe aéronaval du Boxer se rapproche, le régime de péage se durcit dans la loi, les États-Unis ont coulé l'essentiel de la marine iranienne, ils ont frappé des aérodromes, des usines de missiles et des installations nucléaires dans tout le pays. 11,3 milliards de dollars dépensés en 6 semaines. Plus de 8000 cibles frappées. 92% des principaux navires de guerre iraniens éliminés. Et après tout cela, l'Iran contrôle toujours la seule chose qui compte vraiment. L'étroit corridor d'eau entre son littoral et Oman, par lequel est censé transiter un 5e de l'approvisionnement énergétique mondial. La guerre a été vendue comme une démonstration de force. La sortie est désormais présentée comme de la souplesse. Mais le détroit raconte la seule histoire dont les marchés, les alliés et les électeurs se souviendront. Dans la communication à la Trump, le retrait change simplement de costume et revient rebaptisé en flexibilité. Qui tient Ormuz, tient le levier, et pour l'instant ce ne sont pas les États-Unis.